Quelle attitude faut-il adopter en milieu de travail? C'est ce thème que nous allons aborder à cette émission de Emploi et Carrière. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre. Nous sommes avec notre consultant, monsieur André, qui est enseignant, et il est aujourd'hui sur notre plateau pour vous donner quelques informations concernant ce thème. Bonjour monsieur André Kyo. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Voilà, avec vous, nous allons aborder ce thème, comme je le disais tantôt, l'attitude en milieu de travail. Voilà, selon vous, monsieur Kyo, quelle attitude doit-on adopter en milieu de travail? Déjà, il faut dire qu'on passe plus de temps au travail. N'est-ce pas? On passe plus de temps au travail parce que pour venir au travail à 8 h, il faut que tu aies chez soi à 6 h. C'est ça. Dans le meilleur des cas, il y en a qui quittent à 5 h du mat et ils retournent à 20 h, 21 h. Donc, on passe plus de temps au travail. Donc, le travail, le lieu de travail, en principe, c'est là que se devait se retrouver la vraie famille. La vraie famille. Parce qu'on laisse madame et les enfants à la maison. Tout à fait. Et puis 6 h, on retourne à 21 h. Très souvent, les enfants dorment, on sautait. Et nous, on rêvait encore, ils dorment. Donc, c'est la famille sur le niveau du travail. Et donc, il faut le savoir. Maintenant, le sachant, il faut quand même savoir que c'est la famille, mais c'est un environnement de production. Production de richesse. Et c'est là que le gain peut de tout le monde. Donc, il faut déjà, le premier principe, il faut respecter l'heure d'arrivée au travail. Lorsqu'on dit 7 h 30, il faut se forcer à arriver à 7 h 30. Si on départ à 8 h 30, il ne faut pas aller à 16 h. En tout cas, pas tout le temps. Parce que, très souvent, c'est très choquant, mais lorsqu'on dit voler, ce n'est pas forcément prendre l'argent dans la caisse, mais lorsque vous êtes payé à 200 000, et puis peut-être que vous avez 5 000 francs l'heure, et donc si vous venez à 8 h, vous venez à 7 h 30, et donc vous prenez 30 minutes le matin, vous prenez 1 h le soir, ça vous fait 1 h 30. Dans le mois, ça vous fait peut-être 10 h, 15 h, donc vous prenez 50 000, justement, donc vous pénalisez votre employeur, vous pénalisez l'entreprise. Tout à fait. Et parce que si chacun se comporte de cette façon, on a eu des entreprises en Afrique, je ne vais pas essayer le cas, mais il y a des entreprises en Afrique qui fonctionnaient correctement, qui sont totalement en faillite, parce que la plupart des gens venaient en retard. D'accord. Donc il faut mettre l'accent sur l'heure. Il faut venir à l'heure. Et il ne faut pas se justifier parce que quand on habite loin de son lieu de travail, souvent on se justifie. Moi j'habite très loin, il y a les embouteillages. Donc il faut se ménager. J'explique tout simplement ce que je veux dire. Non, mais vous avez raison. Pour pouvoir vite arriver au bureau. Voilà. Il faut venir au travail à l'heure. D'accord. Pas avant et pas après. Il faut venir à l'heure. C'est important. Avant, c'est déjà bon. Mais avant, c'est non, avant l'heure. Non, oui, avant l'heure, c'est bien. Très bien. Avant l'heure, c'est bien, c'est très bien. Oui. Mais il ne faut pas s'épuiser parce qu'il y a ce qu'on appelle la courbe d'activité. Si vous venez très tôt, très souvent le bureau est fermé. Vous êtes obligé d'attendre et ça augmente votre capacité, ça augmente la durée de présence dans le travail. Alors que vous n'avez pas travaillé pendant 2 heures, vous étiez là depuis 6 heures. Donc très souvent le transport fait que les gens veulent en général, vous allez vous rendre compte qu'à part de 9 h, 10 h, les gens commencent à bailler, ils commencent à avoir faim, ils sont fatigués, donc la courbe d'activité baisse. L'activité doit travailler. Donc il faut savoir être à l'heure et il faut savoir aussi partir à l'heure. D'accord. Si vous venez trop tôt, mais il ne faut pas venir à 2 heures d'avance, vous ne serez pas efficace. D'accord. Mais lorsqu'on travaille tardivement, ou bien lorsqu'on travaille, on vient tôt et on finit tardivement, je veux dire, pour une personne, pour un travailleur qui est arrivé au travail à 9 h, mais qui est descendu à peut-être à 21 h par là, je veux dire, c'est normal que cette personne la monte un peu tardivement. Elle n'a pas... Pourquoi vous venez à 9 h? Maintenant, mais si vous êtes descendu à 21 h par exemple, normalement, le travail prend fin normalement à 18 h. On peut dire que ça commence à 8 h ou 7 h 30. Voilà. Et si vous descendez à 21 h, pendant que vous devez descendre à 18 h, on peut vous laisser le temps de revenir le lendemain à 9 h ou 10 h? En principe, mais ça dépend. Parce que je suis employé, il faut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Parce que si vous donnez un travail que vous devez faire en 8 h, vous ne le faites pas. Vous prenez votre temps à faire les affairages, à vous promener de bureau en bureau, à chahuter les autres, et que vous n'avez pas travaillé pendant ces 8 h, et que c'est maintenant pas de 18 h que vous êtes inspiré, que vous travaillez, vous rattrapez votre temps perdu. Parce qu'il y a le boulot. Si on vous donne un boulot que vous devez faire à 8 h, vous l'avez fait à 8 h, vous faites quoi à l'entreprise jusqu'à 21 h. Mais ce qui arrive très souvent,
Mais c'est pas moi qui le dis, à Maghrebo qui le dit, la plupart des employés veulent tricher. Donc les gens, ils usent le travail, ils se rendent compte qu'à partir de 17 h, il n'a pas fait le boulot. Il n'est pas parti. Mais par contre, je préfère prendre, vous m'avez motivé à prendre le cas de la presse, par exemple. Ici, il y a des gens qui font le montage. Donc les gens ne peuvent travailler que après avoir reçu les reportages. Voilà. Donc ce n'est pas nécessaire que les gens soient là à 7 h. Parce que s'ils viennent à 7 h, ils vont faire quoi? Ils n'ont rien à faire, ils vont se piger pour rien. Or, ces gens-là vont travailler à partir de 10 h, à partir de 20 h, quelquefois ils vont dormir. Donc il faut leur permettre le temps d'aller, parce que très souvent, il y a des employés qui disent non, il faut qu'ils viennent au travail à 7 h 30. Mais s'ils vont travailler à 7 h 30, mais ils vont peut-être à 18 h 30, s'ils vont à 18 h 30, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de journée. Parce qu'il y a un temps de travail. Il y a un temps de travail dans la formation collective, il faut respecter. Donc, ce type de boulot-là, il faut savoir, c'est 8 h, mais il faut savoir à quel moment les gens peuvent venir au travail, à quel moment ils peuvent partir. Mais si vous leur demandez de venir, passe-moi à 7 h 30, la personne n'a rien à faire de 7 h à 12 h, mais elle fait quoi à l'entreprise? C'est clair. Oui, mais ça va diminuer sa force de travail, ça va diminuer sa capacité de production. Et après, on va lui reprocher de ne pas être efficace à partir de 12 h, mais parce que la personne était assise là de 7 h à 10 h, elle n'a rien fait. On va dire qu'il fait rien, mais elle n'a pas dit le temps, mais ce n'est pas efficace. Donc, c'est qu'il conseille, parce que très souvent, il n'y a pas longtemps, on a fait un séminaire avec la CNPS, où on a demandé, il y a les spécialistes, on les appelle ergométrie, voilà, les spécialistes qui calculent l'efficacité au travail. En fait, on nous a dit, au cours de ce séminaire, on a fait BIT, qu'un travailleur qui tombe malade, l'entreprise perd de l'argent sans se rendre compte. Alors donc si la personne vient à 7 h, qu'elle va à 22 h, à 20 h de tout le temps, mais la personne, l'énergie physique n'est pas inépuisable. Un matin, ça va s'épuiser. La personne va craquer. La personne craque. Mais si elle est couché pendant 2 semaines, vous n'allez pas couper le salaire en 2 semaines, vous allez payer. Alors si vous perdez. Si vous lui donnez 200 000 francs et la personne a fait 2 semaines, ça veut dire que la personne n'a pas travaillé pour 100 000, vous allez payer 200 000 francs quand même. Et donc vous perdez. Mais si vous avez ce cas-là se reproduit plusieurs fois dans l'année et que la plupart des employés qui sont mal utilisés sont fatigués, ou il y a du stress négatif, donc vous les stressez inutilement et les gens sont fatigués, ils vont tomber malades. Mais s'ils tombent malades, l'entreprise ne sera pas fonctionnelle. Voilà, je prends le cas de nous qui travaillent à l'écran, s'il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de travail. D'accord, voilà. C'est bien dit. Donc il faut en tenir compte. D'accord. Et on poursuit après la question de l'heure. Oui, l'heure, on a un peu empiété sur la présence, la présence au travail, mais il faut être communicatif. Très souvent, les gens pensent qu'il faut déstabiliser les autres pour se faire valoir. Or, l'entreprise cherche les compétences. Ce n'est pas parce que vous êtes ami au DG que vous prenez tout votre temps comme on allait déjà dire, calomnier les autres, mais si à calomnier les autres, comme on dit encore, on va faire les affairages, mais ça va tuer l'entreprise. Voilà, vous ne travaillez pas, il faut travailler, il faut être efficace. Vous allez passer de bureau en bureau, pour critiquer, pour chercher les pouces sur la tête des autres. Voilà, et donc ça, ce n'est pas... C'est des comportements qui ont cours beaucoup dans les entreprises africaines, mais malheureusement, on peut être efficace, il faut travailler. L'entreprise, déjà, c'est le travail. C'est le travail, c'est la seule valeur que nous réunissons, c'est ça qui fait que l'entreprise prospère. Mais si vous parlez. Bon, le patron, vous écoutez, mais le jour, vous n'êtes pas rentable, vous renvoyez. C'est ça. C'est tout. Donc il faut travailler. Vous dites d'être journaliste, il faut faire le travail. Vous êtes camarade, vous faites le travail. Vous êtes peut-être mentor, vous faites bien le travail. Mais le travail doit parler pour vous. Même si on vous a renvoyé ici, parce qu'on a bon, vous n'aimez pas, ça peut arriver, vous allez rebondir ailleurs. Mais tu as pris tout le temps à faire les affaires, à calmer les autres. Mais attends, le jour où on te renvoie, où tu calmes, tu vas aller où? Il faut travailler. Voilà, donc il faut travailler. Et donc il faut être communicatif, c'est être ouvert, créer la bonne ambiance. Créer la bonne ambiance, mais il faut éviter de trop bavarder. Par le bavarder, ça perd le temps. Parce qu'on vient au travail, on vient à l'entreprise pour travailler. L'entreprise, c'est la rentabilité. Voilà. Pour l'entreprise soit rentable, pour qu'elle soit efficace. Il faut perdre le juste salaire à la fin du mois. Mais si vous avez pris tout votre temps à faire les histoires, à faire les calomnies, à ne rien faire, mais à la fin du mois, l'entreprise n'a pas produit, ne peut pas revendiquer le salaire. Tout à fait. Parce que le chef d'entreprise, il est comme la femme à la maison. Quand il n'y a pas la nourriture dans la casserole, elle ne va pas servir. Elle va garder pour son mari, pour les enfants. Donc le chef d'entreprise, déjà, il se protège. Quand l'argent ne rentre pas, mais il ne va pas payer correctement. Vous avez dit qu'on ne paye pas. Mais là, on va peut-être poser sur notre préoccupation. L'employeur est concerné par ça. Absolument. Il est concerné parce qu'aujourd'hui, on appelle le management baladeur. Le management baladeur, mais le chef d'entreprise devrait se soucier de la vie privée de ses employés. C'est ça. Il ne peut pas dire ici, c'est pas la maison. Non, mais si l'employé n'est pas bien dans sa peau, quel rendement il peut donner?
Si l'employé a les maisons, il a des problèmes de loyer à la maison, parce que tu n'as pas payé le salaire à temps, mais quel rendement tu peux lui demander? Si son enfant est malade et qu'il n'a pas les moyens pour le soigner, mais quand il arrive au travail, quel boulot il peut faire? Donc l'employé, c'est pourquoi on parle de sécurité sociale. La sécurité de l'employé sécurise l'employeur, mais ça cause la structure de l'entreprise. Donc il faut protéger c'est pourquoi dans les entreprises, on demande d'avoir les médecins, les pharmaciens, les médecins, les infirmiers. C'est pourquoi les entreprises aujourd'hui on fait des sorties de tentes. Parce que le milieu, comme il est allé dans la première ligne de la mission qu'on a mis tout à l'heure, le milieu du travail doit être humanisé. Or, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui déshumanisent le milieu du travail. Et donc, quand il est déshumanisé, mais il vient travailler, il travaille juste pour protéger son pain. Voilà. Mais il n'a aucune motivation à part. Et donc, il va faire le juste minimum. Mais lorsque l'employeur se sent engagé, s'il se sent pris en compte, s'il se sent écouté, mais il n'a pas besoin de... Il donne le maximum. Il donne le maximum, mais il ne fait même pas exprès pour travailler. Il travaille naturellement. Et quand tu travailles naturellement, tu es plus rentable, tu es plus productif, tu es plus efficace. Mais lorsque tu travailles pour ne pas que le patron t'écrit dessus, mais là, le boulot n'est pas efficace. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est le problème. La plupart des PME, c'est dans les PME, ils jouent beaucoup. Mais les PME, la plupart des chefs d'entreprise, c'est peu évident. Vous savez, en Afrique, il y a un monsieur qui dit dans un séminaire que les chefs d'entreprise en Afrique sont les chefs orchestres. Ah bon? Au lieu d'être des chefs d'orchestre, un chef orchestre, c'est quoi? Lui, il tape le tam-tam, il tape la batterie, il tape, je ne sais pas, il sait tout faire, ou bien il pense qu'il sait tout faire. Tout à fait. Mais comment les autres vont travailler? Il doit être un chef orchestre, ça veut dire qu'il doit suivre et donner le tempo pour que chacun fasse son travail. Il doit être un dirigeant. Diriger, c'est contrôler, c'est évaluer, c'est suivre, c'est encourager. Ce n'est pas forcément dire tu ne travailles pas, tu te renvoies le bâton derrière. C'est ces gens d'entreprise, quand le chef d'entreprise est malade, ou bien qu'il n'est pas là, les entreprises tombent en faillite. D'accord. Non, ça c'est clair. C'est vrai. Donc le chef d'entreprise doit le savoir. D'accord. Okay. Parce que le poisson commence par plier par la tête. On pense que les chefs d'entreprise ont compris. Mais il faut il faut que voilà, nous allons progresser, on continue avec les autres points. Voilà. Oui, et puis ensuite, il faut donc avoir des attentes réalistes. Très souvent, la plupart ça concerne les employés, nos amis employés, nos chers employés, parce que c'est grâce à eux, par les ressources, il y a des richesses que d'hommes. Donc les employés, on ne les appelle pas employés, on les appelle les collaborateurs. Oui. C'est les collaborateurs. Quand on dit employés, il y a un truc de vassalisation, mais c'est les collaborateurs. C'est les collaborateurs. Et puis là, lorsqu'on dit le client est le roi, mais après le roi, c'est qui? C'est les notables. C'est ça. Donc c'est les employés qui sont les notables de l'entreprise. Donc après le client, c'est les employés. Si les employés ne travaillent pas bien, parce qu'ils ne sont pas en sécurité, parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, l'entreprise va tomber en faillite. Mais en même temps, il faut que je m'adresse aux jeunes, puisque je suis enseignant avec les étudiants. Très souvent, ils viennent dans les entreprises fraîchement et ils veulent connaître le salaire des cadres. Ça ne peut pas marcher. Je prends le cas du monde sportif. Quand on prend Didier Drogba, c'est celui qui a eu nationalement, mais son salaire, c'est pas la même chose qu'un homme qui va sortir d'une équipe de football qui n'est pas connue. C'est ça. C'est l'équipe de football de mon village, par exemple. Qu'est-ce que personne ne le connaît, il n'apporte pas grand-chose à l'entreprise. Mais lorsqu'on prend alors le cas de Drogba, qu'on vient de recruter au Canada, mais toute la presse sportive a les caméras braquées sur le Canada. Et même il y a des gens qui sont surpris qu'il y avait des équipes de football, parce qu'on dit grâce à lui, lorsqu'il allait en Chine, c'était comme ça. Lorsqu'il allait en Turquie, toutes les caméras étaient braquées. Donc lui, il n'a pas de la valeur ajoutée. C'est normal que son salaire soit conséquent. Et donc la plupart des jeunes doivent comprendre que si vous voulez aller dans une entreprise, vous ne pouvez pas avoir le salaire de cadre supérieur qui est super expérimenté et qui est immédiatement opérationnel. Et que toi, tu as le temps d'apprendre. De faire ses preuves. De tes preuves. Donc, il faut être patient par rapport au salaire. Et donc les jeunes doivent travailler pour mériter le salaire. Quand ils travaillent, ils se font voir. Mais s'ils travaillent, mais vous savez, on ne peut pas cacher l'efficacité avec la main. C'est cela. C'est comme la lumière. Quand vous allez briller, si on ne vous voit pas, je vais vous voir ailleurs. C'est tout. Donc il faut déjà travailler pour se faire valoir, pour se faire connaître,
pour se faire valoir par son travail. C'est vrai que, monsieur Kyo, on ne paye pas le diplôme, mais on paye la compétence. Mais, monsieur Kyo, souvent on demande les prétentions salariales. Peut-être que c'est ce qui trompe les jeunes qui viennent dans les entreprises. J'ai un diplôme, j'ai tel diplôme, je veux qu'on me paye telle somme parce que voilà, quand on a tel diplôme, normalement on doit être payé dans cette grille-là ou bien dans cette fourchette. Mais non, vous l'avez dit, mais j'ai pris le cas du monde sportif qui est cohérent et que j'aime bien le monde sportif, surtout le football. Lorsque tu joues et que tu apportes les résultats, mais ton salaire est conséquent. Mais c'est là qu'il y a la vraie entreprise, moi je pense. Et la plupart des entreprises devraient fonctionner comme ça. Tu arrives dans une entreprise, tu n'apportes pas de la valeur ajoutée, mais tu peux pas, tu as un master ou un PhD ou bien un diplôme HEC, mais tu ne sais même pas faire un montage. Mais pourquoi tu dois être mieux payé que Mélodie? Pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Mais elle fait le boulot, elle est là, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle, c'est à quelle heure commencer, c'est quand. Au lieu de le boulot, tout ça va te porter le résultat. Et toi, tu as ton HEC à montage, mais tu ne sais même pas faire de montage. Et tu viens apprendre, et tu viens être plus payé que... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, donc on va rappeler, on va dire aux téléspectateurs que Mélodie, c'est notre moteur attitré. Bon, j'ai dit son nom, voilà. Mais franchement, parce que quand tu travailles bien, c'est tout. Mais si tu ne peux pas être mieux payé que quelqu'un qui connaît... Il y a déjà de l'expérience. Ça, c'est la leçon de francophone me dit avec... ça commence à venir. Aujourd'hui, les gens... on paye le travail, on paye le résultat. Tu n'apportes pas de résultat. Ce n'est pas ton diplôme qu'on va prendre pour avoir les clients. Ni ton école. Oui, mais par exemple, un commercial qui n'a que le niveau terminal, il apporte 100 millions de chiffre d'affaires. Toi, tu as fait une école internationale qui est connue, qui est réputée, tu arrives, tu n'apportes pas 10 millions. Pourquoi tu veux pas te payer mieux que le commercial qui apporte plus? Peut-être parce que cette personne a fait une école de renom. Mais ça ne marchera pas. En fait, moi, je n'ai pas encore vu ça. Ça, c'est avant, on payait comme ça les diplômes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le diplôme, c'est le mythe. Le diplôme, ça veut dire le mythe du diplôme. Mais là, le diplôme, est-ce que le diplôme a un contenu? C'est ça. Richard il le dit, je ne suis pas à l'aise, mais il le dit. Il y a des gens qui disent le diplôme qui n'a pas de contenu. Il n'a que le diplôme c'est le nom. Un master 2, on a fait un entretien ici à Bimebeka pour les commerciaux. Il y a une demoiselle qui me dit, en me regardant droit dans les yeux, qu'elle peut s'autoriser une marge d'erreur de 50% dans la conception d'un projet marketing. Ça, c'est vrai. Ah, le master 2, attends. Mais vous voulez qu'on lui donne quoi? De vous à moi. Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est un désastre. C'est un désastre. Un master 2. Ça veut dire que quelqu'un qui a un bac plus 5 et qui ne sait même pas comment il faut monter un projet commercial et qui peut s'autoriser 50% de marge d'erreur. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec elle? Parce que c'est le master, on apprend, on fait quoi avec elle? De vous à moi. On ne peut pas la prendre. Mais si moi, je prends un BTS qui me donne le résultat, moi, je prends le BTS. C'est ça. Mais je vais faire un recrutement où il y a une dame qui avait un BT comptabilité. C'était pour les gens hôteliers qui voulaient recruter des gens. Et la dame est venue, elle avait peur. Moi, je n'ai pas vu ce dossier. On l'a pris, le monsieur a dit, je veux bac plus quoi. Bon, on a pris le dossier, la dame a mis. Mais la dame a battu tous les masters qui étaient là. Parce qu'elle avait le BT, mais elle a travaillé dans un cabinet d'expertise comptable pendant 10 ans. Et donc, elle connaît le travail. Elle connaît le travail. Ce n'est pas la théorie. Tu lui dis, elle fait. Elle te dit, quel document on apporte, elle dit, quel document, voilà comment on le fait. Elle va faire le plan comptable jusqu'au bilan. Et les masters, ils ne peuvent pas arriver au niveau de la balance. Concernant ce que vous dites là, on va dire que les écoles sont un peu fautives. Ah bon, parce qu'il y a des écoles qui vendent les diplômes. C'est dommage, mais il faut le dire. Bon, mais puisque ce n'est pas le fait de notre émission, mais moi, je suis enseignant. Mais je ne sais pas, j'ai dans une école, j'ai fait la remarque en maîtrise de droit. On a donné un devoir à la personne, a fait 61 fautes à 15 minutes. C'est pas normal. Mais non, mais 61 fautes à 15 minutes, c'est pas normal. Et le français est, comme on le dit, chaotique, décousu. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec elle? J'ai demandé à la dame, mais attends. Elle dit non, mais on dit ça toujours aux réunions, au niveau de la scolarité, de ne pas recruter des gens comme ça, les recruter. Mais c'est pas normal. Alors une fille comme ça, qui n'a pas de niveau, mais qui lutte, et comme chaque année on les paye, c'est 1 500 000, on l'a fait avancer. Mais c'est pas normal. Mais après, au niveau du recrutement, c'est à recaler, parce que là, il n'y a plus elle ne peut plus payer de recruteur. Parce qu'on ne peut même pas la prendre comme assistant d'un notaire. On ne peut pas la prendre comme assistant d'un avocat. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec elle? Donc elle a un diplôme, et je ne serais pas surpris qu'elle fasse autre chose que le diplôme qu'elle a. Parce qu'elle ne peut pas. Non, mais franchement, c'est très courant. Voilà, donc c'est dommage, mais il faut que ce n'est pas les écoles, le fondateur a pris son argent, mais toi,
Mais il faut connaître ses forces. C'est pourquoi il faut s'évaluer. C'est pourquoi on a parlé de projets professionnels. Il faut s'évaluer, il faut se connaître. Il faut dire, moi, je ne vais pas arriver là. C'est tout. Il y a des équipes, je n'aime bien pas demander mes sportifs, mais il y a des équipes, parfois, Auxerre, qui n'a jamais cherché à être champion de France, mais qui forment tous les grands joueurs de France. L'équipe, M. Guy, il va après. Il ne cherche pas, c'est pas son il n'a pas pour mission d'être champion d'Europe, il n'a pas pour mission d'être champion de France. Lui, il forme les joueurs, il les vend. Ça, c'est un objectif. D'accord. Alors, mais donc, il faut se fixer des objectifs réalistes. Il faut être réaliste. Il faut se faire des objectifs réalistes, mais cela commence par la maîtrise de ses compétences, de ses capacités, et ne pas se surévaluer inutilement. C'est tout. Parce que dans l'entreprise, là, on va te mettre devant l'ordinateur, tu ne peux pas saisir. On a vu des informaticiens qui ne peuvent pas saisir. Ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Merci, M. Pion. On va terminer avec cette première rubrique-là. Voilà. On va terminer avec cette première rubrique. J'espère qu'il n'y a pas trop bousculé d'autres spectateurs. Non, je pense que je parle franchement. Voilà. Pour que l'Afrique soit émergente, on a besoin des gens émergents. Tout à fait. Vous avez totalement raison. On a besoin des gens émergents. Vous avez totalement raison. Je suis désolé. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission qui est Espace Espoir. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Lapa Vincent, ici consultant formateur en gestion des ressources humaines, en ingénierie de la formation et surtout en entrepreneuriat. Je suis aussi économiste et fondateur du pbservice.net, le premier site ivoirien de promotion de l'entrepreneuriat. En dehors de tous ces aspects, je suis également auteur de 3 ouvrages. Le passeport de l'entrepreneur, qui décrit un peu toute la méthodologie et les conseils de création et de gestion d'une entreprise. Nous avons également la gestion des ressources humaines, qui montre aux entrepreneurs, aux promoteurs d'entreprise, comment gérer les hommes qui vont travailler avec eux. Et en 3e position, nous avons la formation, la gestion de la formation professionnelle, qui est l'ouvrage qui va montrer aux gestionnaires et aux promoteurs d'entreprise comment développer de façon durable les compétences de leurs collaborateurs. Alors, aujourd'hui, dans l'émission pour laquelle nous sommes sur ce plateau, on va porter sur la gestion d'une entreprise. Parce que pour nous, avoir une bonne idée, c'est bien. Créer une entreprise, c'est aussi bien, mais bien gérer une entreprise est meilleur. Parce que pour nous, la bonne gestion d'une entreprise garantit la pérennité, le développement et la réussite de l'entreprise. Et la bonne gestion d'une entreprise crée également la confiance et la crédibilité vis-à-vis des partenaires. Alors, cette notion de gestion va porter sur plusieurs aspects. Il y a la gestion des biens, il y a la gestion des hommes, il y a la gestion de l'information, il y a la gestion des outils de production et également la gestion de l'argent. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que chaque élément que nous venons de citer tout à l'heure a un cycle de vie. Il y a l'acquisition, il y a l'utilisation, il y a la sortie et éventuellement le renouvellement. Et tous ces aspects-là qui vont permettre aux promoteurs de bien gérer son entreprise vont demander une certaine méthodologie et même des moyens. Et pour nous, gérer une entreprise, ça va exiger des procédures, des méthodes, des outils et éventuellement des moyens financiers. Et dans le cadre de la gestion d'une entreprise, nous allons nous attarder un peu sur 3 éléments essentiels. Nous avons la gestion des hommes, qui sera expliquée à travers la gestion des ressources humaines et le management. Nous avons également la gestion de l'argent, qu'on va expliquer également à travers la comptabilité et la gestion budgétaire. Et enfin, la gestion des biens, qui va être également aussi expliquée à travers la gestion des stocks. Nous allons voir rapidement ces 3 aspects, ces 3 domaines de gestion. Donc, dans un premier temps, la gestion des ressources humaines. Alors, quand on parle de gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des méthodes et outils qu'on utilise pour faire entrer des hommes
de l'entreprise, les motiver, les former et faire en sorte que chacun puisse contribuer à l'atteinte des résultats de l'entreprise. Ça fait partie d'une des fonctions de la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des rémunérations. Quel salaire fixé aux travailleurs? Quel salaire fixé aux collaborateurs? Donc, pour fixer le salaire, il faut tenir compte du secteur d'activité, il faut aussi tenir compte de la qualification de la personne et tenir compte de l'activité que la personne va gérer. C'est vrai qu'il y a des moyens financiers dont dispose l'entrepreneur, donc le promoteur d'entreprise, mais il faut faire en sorte qu'on puisse fixer un salaire qui motive la personne, sinon tôt ou tard elle va partir. Que ce soit quelqu'un d'expérimenté, il faut en tenir compte. Si c'est un jeune aussi, quand on demande à une entreprise qu'on est jeune, il y a des salaires de jeunes, et puis au fur et à mesure qu'on progresse, on peut faire augmenter le salaire. Mais quelqu'un peut pas être jeune, nouveau dans sa fonction, et puis demander un salaire de quelqu'un qui est expérimenté. Voilà, et c'est l'information que le promoteur doit chercher à avoir. Dans le secteur d'activité, quels sont les salaires qu'on verse à ceux qui sont expérimentés, à ceux qui sont jeunes, qu'on appelle les juniors. En fonction de cela et en fonction des moyens que vous avez, vous proposez des salaires qui sont motivants à vos collaborateurs. Mais le risque, c'est ça, il faut éviter que quelqu'un que vous avez pris, que vous avez formé, que vous avez assisté, parte du jour au lendemain. Alors donc, en dehors de ces deux fonctions, c'est-à-dire le recrutement et le système de rémunération, et également la formation. Alors, donc, en matière de gestion des ressources humaines, le conseil qu'on peut donner aux chefs d'entreprise, c'est d'abord de respecter le dispositif juridique. En matière de gestion d'entreprise, dans tous les pays du monde, il y a un code de travail, il y a éventuellement une convention, et il y a également le règlement intérieur. Donc, il faut que le chef d'entreprise s'approprie ces outils-là au plan administratif pour bien gérer les travailleurs. Et en même temps, il doit aussi répondre de ses actes vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'État. Et si l'État veut venir faire un contrôle, c'est par rapport à ces dispositifs-là. Donc, il est important pour les chefs d'entreprise de s'approprier ces outils, les outils juridiques de gestion des collaborateurs. Les travailleurs également, c'est important aussi qu'ils sachent que dans leur pays, dans leur environnement, il y a des textes qui existent. Donc, s'ils voient que leurs dirigeants n'utilisent pas ces dispositifs juridiques-là pour gérer le personnel, ils peuvent aller le voir pour l'informer de l'existence de tel ou tel dispositif et qu'il faut qu'ils les utilisent pour les protéger eux. Et plus ils sont protégés, plus ils seront motivés et plus ils vont contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Alors la gestion de l'argent va se traduire par deux éléments essentiels, on va se limiter à cela. Il y a la comptabilité et la gestion budgétaire. Alors le budget, c'est l'état des recettes et des dépenses sur une période donnée. Généralement, on prend un an. Donc l'état des dépenses et des recettes sur une période. Ça va permettre au promoteur d'être discipliné dans sa gestion. Il sait par exemple que pour l'année 2016, il a prévu d'acheter un climatiseur, il a prévu d'acheter un véhicule, il a prévu de faire tel ou tel investissement. Et il va faire l'effort d'avoir les recettes pour cela. Et donc en 2016, il ne va pas faire les dépenses comme il veut. Il va faire les dépenses parce que c'est prévu. Parce qu'il a réfléchi et que c'est prévu. Donc il va faire en sorte qu'il puisse tenir à ces engagements-là. Et faire en sorte également que les recettes qu'il a prévues, il puisse les réaliser. C'est un mouvement capital. Le deuxième volet de la gestion de l'argent, c'est la comptabilité. Alors là, c'est simple. Il suffit d'enregistrer toutes les traces des opérations financières qu'on passe. Tout ce qui est recettes, tout ce qui est dépenses, il faut les enregistrer. Et c'est la comptabilité, en général si vous voulez, qui va permettre d'enregistrer toutes ces données financières-là. Et ça va aboutir à la fin de l'année à produire des documents financiers comme le bilan, comme l'état. Il y a des états qu'on doit produire au niveau des impôts. Et ça va permettre même à l'entrepreneur de faire de demander de l'argent, de chercher des partenaires financiers, des partenaires techniques, mais aussi vis-à-vis de l'administration, il devient quelqu'un de crédible. Parce que tous les projets qu'il va mener, on va lui demander quel est votre bilan. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important que le promoteur doit savoir. Surtout dans l'environnement moderne où nous sommes. Même quand vous allez partir dans une banque, chez un partenaire financier, partenaire technique, il va vous demander votre bilan des 3 dernières années. Et c'est vraiment capital pour l'entrepreneur. Donc, même s'il ne peut pas le faire, il peut s'adresser à un cabinet comptable, à un consultant privé qui va l'aider à mettre en place sa comptabilité et à le suivre mois par mois, de sorte qu'à la fin de l'année, on peut lui produire un document financier crédible.
Alors, avant de résumer rapidement, pour dire qu'au niveau de la gestion des biens, nous avons également ce qu'on appelle la gestion des stocks. Il faut enregistrer tous les biens qui rentrent et tous les biens qui sortent, que ce soit les matières premières, ce qu'on appelle les intrants, que ce soit les produits qu'on vend. Il faut toujours mettre en place un système de gestion des stocks pour savoir à tout moment, par rapport à nos quantités, qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti, et puis faire peut-être l'inventaire en fin d'année. Alors, l'appel que je voudrais peut-être lancer à l'ensemble des promoteurs et aux dirigeants, éventuellement, notamment essentiellement des dirigeants des PME, c'est dès l'instant où vous voulez créer votre entreprise, c'est de vous préparer. Et la préparation passe par une formation en entrepreneuriat, mais ensuite par une formation en gestion. La gestion des ressources humaines, le management, la gestion financière, la gestion des stocks et surtout la gestion commerciale. Et ce sont ces compétences-là, même si vous ne les mettez pas en pratique vous seul, ce sont ces compétences-là qui vont vous permettre d'avoir une vision globale de la gestion de votre entreprise. C'est vrai, dans votre environnement, vous allez vous appuyer sur des hommes et sur des femmes qui vont vous aider à gérer tel aspect, mais vous-même, il est important d'avoir ces compétences-là. Et je pense que si l'entrepreneur a cette vision globale de la gestion d'une entreprise, il pourra prendre les décisions qu'il faut au moment où il le faut, et puis investir aussi comme il le faut, de manière à ce qu'il ne dira pas. Et pour moi, c'est cela qui peut garantir un développement durable. C'est cela qui peut garantir une réussite durable, et c'est cela qui peut aussi garantir la pérennité de l'entreprise. Et c'est ça qui peut permettre à l'entreprise de se développer durablement et de grandir comme les multinationales que nous avons partout en Afrique et en Europe. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et toujours en compagnie de M. André Kyo. M. André Kyo, je vous le rappelle, il est enseignant et il est sur notre plateau pour nous donner quelques informations concernant plusieurs sujets, n'est-ce pas, M. Kyo? Et nous allons pour la troisième rubrique qui est créer mon entreprise, parler de la création d'une entreprise, comme son nom l'indique. Mais pour créer une entreprise, M. Kyo, où trouver les idées? Je pense que c'est cela le plus dur. Où trouver les idées? Où trouver les idées? Plutôt, on va faire dans notre émission. Comment trouver les idées? Où trouver les idées, c'est... On peut trouver les idées partout déjà. Par l'observation. Voilà, par l'observation, on peut trouver les idées. Par exemple, quelqu'un qui marche de la rue et puis on dit les rues sont sales. Mais ça, c'est un emploi. Il faut peut-être créer un entreprise de ramassage d'ordures. Lorsque vous êtes dans un immeuble, le plus l'eau ne monte pas. C'est vrai, vous allez me dire la saut ici, vous allez me dire tout ce qui ne donne pas l'eau, mais en fait, à la réalité, c'est une opportunité d'emploi. Vous pouvez déjà commencer à faire monter l'eau, il y a des gens qui le font et qui gardent de l'argent et qui donnent... Essayer d'aller chercher de l'eau, faire monter... Dans les barils, les gens gagnent. Donc, je pense qu'il y a des opportunités d'emploi que cela peut créer. Donc, déjà, on peut créer. Mais il y a un monsieur que je connais bien qui a créé une entreprise à travers de mes aventures. À chaque vacances, bon, évidemment, comme tous les Africains que je peux, comme on le dit, il a envoyé ses enfants en voyage. Et donc, lui, il est venu tôt. Et quand il est venu, il a commencé à casser certaines parties de la maison pour améliorer, pour que la madame et les enfants soient heureux de trouver un nouveau cadre beaucoup plus confortable. Et le problème, c'est que l'entrepreneur a mal évalué le travail. Et donc, il a, au lieu de faire en un mois, les enfants sont à l'étranger. Il faut qu'ils rentrent pour aller à l'école, pas la rentrée arrivée. Les enfants arrivent et puis il a reporté encore un mois. Ça coûte cher. Donc il faut que les enfants la rentrée était là. Et quand les enfants sont arrivés, et lui, la maison, c'était pas bien fait. Et la plupart des enfants sont asthmatiques, donc voilà tout. Donc avec l'odeur des carreaux, des marbres et tout ça, donc il a fait sortir et il est allé dans une résidence. À ce moment, il savait pas ce qu'on appelle une résidence hôtelière. Moi non plus. Et donc il est arrivé là-bas, il a dormi pendant un mois. Et quand il est venu, il construisait une maison, il a cassé la maison qui est devenue une grande résidence hôtelière, vous connaissez bien. Donc ça, c'est une mésaventure. Une mésaventure qui lui a permis de fleurer. Donc, un homme d'affaires, il ne doit pas dire non, il y a eu des problèmes. Lui, il a fleuré le business. Il a dit la résidence, c'est très bon sur le style d'affaires, il ne pas croire, mais c'est comme ça. Donc, une mésaventure peut devenir une opportunité d'affaires. Mais ce qui peut devenir une opportunité d'affaires, c'est il y a l'emploi. Pendant que vous êtes journaliste, vous pouvez créer une entreprise de
de presse, par exemple, la presse écrite, vous pouvez créer une télévision, vous pouvez créer une radio, vous pouvez créer, vous-même, le cameraman peut créer une entreprise audiovisuelle, le technicien peut créer une entreprise de montage, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de télévision qui viennent, il y a une télévision en Guinée, il y a une nouvelle télévision, il y a des télévisions qui commencent à se créer, mais les télévisions qui se créent, mais le personnel technique n'est pas encore suffisamment étoffé. Et donc, quelqu'un peut créer une entreprise pour les aider à faire leur montage. Voilà, parce que la plupart de ces télévisions-là, les caméras coûtent cher, et donc il n'y a pas beaucoup de caméras. Avoir une petite structure de communication. Une structure de communication, déjà pour monter les émissions, pour créer des PAD en fait. Donc, déjà, les gens aiment bien le salaire, mais ils peuvent créer leur propre entreprise avec leur caméra, avec un investissement d'1 million ou bien 2 millions. Déjà, ils peuvent acheter une caméra avec un micro et puis créer une entreprise de montage. Donc, déjà, votre emploi peut devenir une entreprise. Ensuite, j'ai pas de l'observation, j'ai pas de l'observation, j'ai pas de la mésaventure, et on peut s'expliquer de son métier, et bon, on a presque tout, mais les voyages, en partant en voyage, vous pouvez voir une opportunité d'affaires, et puis c'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Vous pouvez partir peut-être à Dubaï, puis c'est ça qui est la montre, vous partez, vous voyez des affaires, et vous prenez ce qui n'est pas en Côte d'Ivoire, vous venez vous le vendre. Vous pouvez partir dans ce pays-là, vous pouvez partir à ce qui n'est pas là-bas, vous pouvez leur proposer. Donc déjà, les voyages peuvent vous donner une opportunité d'affaires. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si on doit continuer, mais voilà. Et même les séminaires, il y a les séminaires, il y a les colloques, il y a les foires, donner des idées. Même en regardant une émission de télé, par exemple, tout à fait. Si vous les V4, par exemple, vous pouvez avoir des idées. C'est ça. Voilà, comme emploi et carrière. Comme emploi et carrière, pourquoi pas. Voilà, chers téléspectateurs, quelques idées pour vous aider à créer, à mettre en place une structure. Voilà, M. Kyo vous a essayé de vous donner quelques idées et nous pensons que vous allez vous inspirer de cela pour mettre en place une structure, pourquoi pas, et cela va vous rapporter de bons bénéfices. Voilà, M. Kyo, nous sommes au terme de cette émission. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, des remerciements, pourquoi pas, pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui nous appellent. Très rapidement, je vais faire l'exemple d'une dame, à part de l'observation, qui a créé une entreprise. Allez-y, monsieur. Voilà, une dame qui est quittée au village, qui est venue rendre visite à sa fille, qui a connu une certaine tranche. Et donc, la dame s'est rendue compte que sa fille préparait du foutou, et puis comment on appelle ça déjà là, le tapioca, je ne sais pas comment, voilà. Donc, le placali, bon, ben, comme les Guinéens, je ne sais pas savoir de quoi on parle. Donc, la fille préparait beaucoup de foutou. Pardon, le foutou, par exemple, c'est plus connu. Oui. Le foutou, mais elle ne faisait pas sur le gaz, elle faisait sur le charbon. Donc, elle s'est rendue compte que sa fille consommait beaucoup le charbon, surtout les braisés, les poissons braisés que son mari aimait, les viandes braisées. Donc, elle préparait sur le charbon. Et la vie a demandé, mais ma fille, où tu payes ton charbon? Elle dit, non, mais je vais pour payer. Elle dit, mais on ne vend pas. Oui, c'est un quartier ici, là. Donc, la dame, voilà, c'est un quartier résidentiel, on ne vend pas le charbon. Donc, elle a constaté que devant la porte de sa fille, il y avait un enclos qui n'était pas bien fermé, mais il y avait personne là, le monsieur a clôturé, mais il n'y a pas de maison. Et donc, elle a négocié avec le propriétaire, et puis elle est allée prendre un fonds. À l'époque, FNS, vous faites de la solidarité. C'est là-bas on m'a donné cette information-là. Et puis, on lui a donné 600 000, elle allait payer du savon, du charbon, voilà, et elle vendait que des sacs de charbon. Et aujourd'hui, elle est devenue une opératrice économique. Elle n'est plus retournée au village. Elle est restée avec l'observation. Pour faire son business. Donc voilà, quand tu as le sein de l'observation, tu peux créer des grosses entreprises. Et tu peux gagner beaucoup d'argent. Voilà, monsieur Kyo, nous allons terminer. Et je termine déjà pour dire merci à ceux qui nous écoutent. Je leur dis tout du merci parce que c'est grâce à eux qu'on continue. Tout à fait. De nous écrire, de ne pas hésiter, de nous écrire sur les mails. Oui, sur on va dire les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Voilà. Voilà, vous aurez à nous écrire si vous avez besoin d'informations. Nous serons très heureux de vous les communiquer. Monsieur Kyo aussi a un livre qu'il mettra à votre disposition si vous êtes bien sûr intéressé. Voilà, monsieur Kyo, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et ce fut un agréable moment passé en votre compagnie. Merci, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Emploi et Carrière. Continuez de suivre Business 24 Africa.